La collection Coffre à gants présente Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Une narration de Jean Leclerc. Introduction. Dans tous les chapitres de ce livre audio, il est question du secret qui a fait la fortune de centaines d'hommes, sur la vie desquels je me suis longuement penché. C'est Andrew Carnegie qui, au début du XXe siècle, attira mon attention sur cette question. Je n'étais qu'un étudiant. Lorsque l'adorable vieil Écossais aux cheveux blancs me parla, une lueur joyeuse dans les yeux, essayant de voir si j'avais saisi la pleine signification de ce qu'il m'avait dit. L'idée de M. Carnegie était de mettre la formule magique, grâce à laquelle il avait gagné une magnifique fortune, à la portée de tous ceux qui n'avaient pas le temps de la chercher. Il espérait que je pourrais la tester et la corroborer avec des expériences d'hommes et de femmes, de professions et de milieux très divers. Le secret parle à celui qui l'écoute. Si vous êtes prêt à l'utiliser, vous découvrirez ce secret au moins une fois par chapitre. Je voudrais avoir le plaisir de vous dire comment vous saurez que vous êtes prêt, mais cela vous priverait d'une grande partie du bénéfice que vous retirez d'une découverte personnelle. Ce secret fut largement utilisé par le président Wilson durant la Première Guerre mondiale. Il était dissimulé dans l'entraînement que reçut chaque soldat avant de partir pour le front. Le président Wilson me confia qu'il fut d'une aide très précieuse lorsqu'il fallut trouver les fonds nécessaires à la guerre. Il est un fait singulier concernant ce secret, c'est que ceux qui le connaissent et l'utilisent se trouvent irrémédiablement entraînés vers le succès. Le secret dont il est question ne s'acquiert que si l'on paie le prix, bien bas en comparaison de sa valeur. Ceux qui ne le cherchent pas ne le posséderont jamais. Il ne peut être ni vendu ni acheté. Chapitre 1. Une pensée est un fait. Une pensée est véritablement un fait puissant lorsqu'elle allie un objet définitif, la richesse par exemple, la persévérance et le désir. Prenons un exemple précis. Il y a quelques années, un désir naissant dans le cerveau d'Edwin C. Barnes, devenir l'associé du grand Edison, travailler avec et non pour l'inventeur. Mais comment transformer ce désir en réalité? Barnes ne connaissait pas Edison, et de plus, il n'avait pas assez d'argent pour s'offrir le train jusqu'à East Orange, dans le New Jersey. Ces deux obstacles qui auraient suffi à décourager la plupart des gens. Barnes allait les surmonter par son obstination et sa volonté. Edison le regarda. Il se présenta au laboratoire d'Edison et déclara sans détour qu'il venait faire affaire avec lui. Plus tard, relatant cette première rencontre, Edison raconta « Il se tenait debout devant moi pareil à un vagabond. Mais quelque chose dans l'expression de son visage laissait pressentir qu'il ne s'en irait pas sans avoir ce qu'il voulait. Des années d'expérience m'avaient appris qu'un homme qui désire une chose à un point tel qu'il est capable, pour l'obtenir, de jouer tout son avenir sur un simple coup de dé, est sûr de gagner. Les mois passèrent. Apparemment rien ne permettait à Barnes de se rapprocher du seul but qui comptait à ses yeux. Cependant, deux facteurs essentiels se précisaient en lui. Son désir de devenir l'associé d'Edison s'intensifiait. Il se sentait prêt à cette collaboration et il était décidé à le demeurer jusqu'à ce que son désir se réalisât. Enfin, l'occasion qu'il attendait se présenta, mais pas du tout comme il l'avait imaginé. Edison venait d'inventer une nouvelle machine de bureau, connue à l'époque sous le nom de machine à dicter d'Edison. Ses employés, peu enthousiastes et persuadés qu'ils ne trouveraient jamais acquéreur, hésitaient à la vendre. Barnes sut immédiatement qu'il le pourrait. Il le dit à Edison. Il le laissa courir sa chance. Il la vendit si bien qu'Edison lui en confia le marché pour tout le pays. Cette association rendit Barnes très riche. L'homme qui abandonna. Pourquoi échouons-nous dans nos entreprises?
Le plus souvent parce que, découragés, parce que nous croyons être un échec définitif, nous abandonnons la partie. À l'époque de la ruée vers l'or, un oncle de R.U. Darby partit vers l'ouest faire fortune. Après plusieurs semaines de labeur incessant, ses efforts se virent récompensés. Il avait trouvé le métal tant convoité. Il lui fallait maintenant du matériel pour exploiter le filon. Il referma consciencieusement la mine et retourna chez lui, à Williamsburg, dans le Maryland, pour informer ses parents et amis de sa trouvaille. À eux tous, ils parvinrent à réunir de quoi acheter tout le matériel nécessaire qui fut embarqué aussitôt à destination de l'Ouest, pendant que l'oncle retournait travailler à la mine, en emmenant cette fois son neveu, Darby. Le premier wagonnet chargé d'or fut acheminé par bateau vers une fonderie. Le rendement prouva aux heureux propriétaires qu'ils possédaient une des plus riches mines du Colorado. Encore que le wagonnet et toutes leurs dettes seraient payées. Ensuite viendraient les gros bénéfices. Mais tout à coup, le filon disparut. Les machines forèrent désespérément, essayant de le retrouver. En vain. À un aventurier qui passait, les Darby vendirent matériel et concessions pour une bouchée de pain, et ils reprirent le train pour le Maryland. Le nouveau propriétaire consulta un expert qui se livra à un petit calcul et attribua l'échec de Darby à une méconnaissance des terrains et des couches géologiques. D'après lui, on retrouverait le filon à 3 pieds de l'endroit où l'oncle et le neveu avaient fait arrêter le forage, ce qui se révéla parfaitement exact. L'aventurier ramassa ainsi des millions de dollars parce qu'il avait sollicité les conseils d'un ingénieur des mines. Le succès suit l'échec. C'est bien des années plus tard, quand il comprit que le désir peut se transformer en or, que Darby amortit enfin cette lourde perte. Il avait déjà monté sa compagnie d'assurance sur la vie et il appliquait la leçon qu'il avait tirée de son expérience malheureuse. Il se répétait chaque fois que l'occasion s'en présentait. J'ai capitulé devant l'or, je ne capitulerai jamais devant un client qui me refuse une assurance. Le succès vient rarement sans qu'on ait d'abord essuyé plusieurs échecs. Lorsque l'échec paraît total, quoi de plus logique et de plus facile que de renoncer? C'est exactement ce que font la plupart des gens. Souvent, l'échec, comme s'il voulait jouer un bon tour, ne fait que masquer la réussite, qui est en fait beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Une bonne idée, c'est tout ce qu'il faut pour réussir. Mais me direz-vous, comment la trouver? Les principes dont je fais état dans ce livre vous l'apprendront. Avant de passer à leur étude, méditez cette pensée. Lorsque l'argent afflue, c'est si rapidement et en si grande quantité que l'on se demande toujours où il se cachait durant les années de vache maigre. Constatation d'autant plus étonnante que la plupart des gens s'imaginent que seuls ceux qui accomplissent un dur travail pendant de longues années méritent la fortune. Mais dès que vous deviendrez riche, vous vous rendrez compte qu'il vous aura fallu peu de travail, un travail facile, et que ce qui eut le plus d'importance fut votre état d'esprit et votre poursuite d'un objectif bien arrêté. Cet état d'esprit qui attire la fortune, comment l'acquérir? J'ai cherché 25 ans la réponse à cette question. Dès que vous mettrez nos principes en pratique, vous observerez une nette augmentation de votre compte en banque, et tout ce que vous toucherez tournera à votre avantage. Impossible, dites-vous? Vous avez tort. Si vous ne me croyez pas et préférez tenter de faire fortune en imitant ceux qui ont réussi, vous n'arriverez à rien. Le succès vient aux optimistes comme l'échec va aux défaitistes. Notre ambition est de changer le défaitiste en optimiste. La vérité n'a pas échappé à un poète. Quand Henley écrivit ces 2 vers prophétiques, « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. » Il aurait dû préciser que nous ne sommes ce maître et ce capitaine qu'en contrôlant nos pensées. Il aurait dû nous expliquer que certaines de nos pensées, celles que j'appelle les pensées dominantes, sont si fortes qu'elles hypnotisent en quelque sorte notre cerveau.
Celui-ci, par un phénomène qui reste inexpliqué, attire alors, comme le ferait un aimant, les forces, les gens et les circonstances qui s'accordent à ses pensées. Il aurait dû ajouter qu'avant d'accumuler des richesses, nous devons hypnotiser notre esprit par le désir d'argent, qui tout naturellement nous amènera à échafauder des plans dans ce sens. Mais Henley était un poète et non un philosophe. Il s'est donc contenté de nous livrer sous une forme poétique une vérité profonde, laissant à ses lecteurs le soin d'interpréter ses vers. Peu à peu, cette vérité s'imposera pour finalement vous persuader que les principes décrits dans ce livre contiennent tout le mystère qui vous permet de contrôler votre destin économique. Un jeune homme voit son destin. Nous voilà prêts à examiner le premier de ces principes. Rappelez-vous, en écoutant ce livre, que je ne suis pas le seul à croire à ces principes, que bien des hommes les ont expérimentés et en ont tiré profit. Vous pouvez donc vous en servir vous-même avec succès et sans aucune difficulté. Tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. Chapitre 2. Première étape vers la richesse. Le désir. Lorsqu'il y a plus de 50 ans, Edwin C. Barnes descendit du train à East Orange. Il aurait facilement pu passer pour un vagabond tant il était vêtu pauvrement. Cependant, ses pensées étaient celles d'un roi. Tandis qu'il se rendait au bureau de Thomas A. Edison, il réfléchissait. Il se voyait parlant à Edison, lui demandant de l'aider à réaliser son désir. Non pas un espoir ou un souhait, mais un désir ardent qui surpassait tout le reste et qui était très précis. Pas de retraite possible. 5 ans s'écoulèrent avant que l'occasion attendue se présentât. Pour tout le monde, il n'était qu'un rouage de plus dans l'affaire d'Edison. Mais depuis le premier jour qu'il était entré dans la maison, Edwin Barnes se sentait l'associé de l'inventeur. Lors de son voyage à East Orange, il ne se disait pas « je vais demander à Edison de me trouver un travail, n'importe lequel », mais bien « je verrai Edison et préciserai que je veux faire affaire avec lui ». Il ne se disait pas davantage « si jamais Edison ne peut rien pour moi, j'essaierai de trouver du travail dans le coin ». Mais il se répétait fermement « je ne désire qu'une chose, être l'associé d'Edison, et je le deviendrai. Mon avenir dépend uniquement de la persuasion dont j'userai au fin d'obtenir ce que je veux. » Volontairement, il ne se ménagea aucune porte de sortie. Il devait vaincre ou mourir. Tout le secret de la réussite de Barnes est là. 6 instructions qui transformeront vos désirs en or. Tout être humain, à un moment donné, souhaite avoir de l'argent. Or, il ne suffit pas de souhaiter être riche pour le devenir. Il faut le désirer jusqu'à l'obsession, bâtir dans ce but un plan précis et s'y tenir avec une persévérance de tous les instants. Voici les 6 instructions précises et faciles à exécuter qui vous permettront de changer vos désirs en leur équivalent matériel, c'est-à-dire en argent comptant. 1. Fixez le montant exact de la somme que vous désirez. Il ne suffit pas de dire « je veux beaucoup d'argent ». Il faut en préciser la quantité. 2. Sachez exactement ce que vous allez donner en échange de l'argent que vous désirez. On n'a rien pour rien. 3. Fixez avec précision la date à laquelle vous voulez être en possession de cet argent. 4. Établissez le plan qui vous aidera à transformer votre désir et commencez-en immédiatement l'application, même si vous jugez ne pas être encore prêt. 5. Écrivez clairement sur un papier la somme que vous voulez acquérir, le délai que vous vous êtes fixé,
ce que vous avez l'intention de donner en contrepartie et le plan précis que vous avez élaboré pour mener tout cela à bien. 6. Lisez vos objectifs à haute voix 2 fois par jour, le soir avant de vous endormir et le matin en vous réveillant. Pendant cette lecture, il est essentiel que déjà vous vous voyiez, sentiez et croyiez en possession de cet argent. Il est très important que vous appliquiez à la lettre ces 6 principes et spécialement le 6e. Peut-être me direz-vous qu'il vous est impossible de faire semblant d'avoir déjà cet argent. Cependant, si votre désir est aussi fort qu'il doit l'être, rien ne pourra vous arrêter et vous vous en convaincrez facilement que vous êtes déjà riche. Ce qu'il faut, c'est vouloir de l'argent et être si décidé à en avoir qu'il est facile alors de se convaincre soi-même qu'on le possède déjà. De beaux rêves peuvent vous apporter la richesse. Lorsque vous aurez décidé d'acquérir votre part de richesse, ne vous laissez pas influencer, même si l'on se moque de votre rêve. Essayez de retrouver l'esprit des grands pionniers qui ont donné à notre civilisation tout ce qu'elle a de plus valable. Si ce que vous désirez entreprendre n'est réprouvé ni par la loi, ni par la morale, si vous y croyez, alors n'hésitez pas. Faites-le et persévérez dans votre entreprise. Qu'importe ce que les autres diront si vous échouez. Ils ne savent pas que tout échec porte le germe de la réussite. Prenez l'exemple de Thomas Edison qui rêva d'une lampe électrique et la réalisa après plus de 10 000 échecs. Seuls les rêveurs stériles abandonnent. Le désir suit immédiatement le rêve. Si vous êtes paresseux ou peu ambitieux, vous ne réaliserez pas votre rêve. Il faut, pour le mener à bien, que vous ayez le désir ardent de vous imposer. Rappelez-vous que tous ceux qui ont réussi ont connu de nombreuses désillusions et des moments difficiles. Souvent des crises graves leur ont ouvert de nouveaux horizons et leur ont fait découvrir leur être véritable. Le désir rend possible l'impossible. Pour clore ce chapitre, je citerai encore quelques exemples frappants. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'être le plus extraordinaire que j'ai connu. Lorsque je le vis pour la première fois, il venait de naître, et sa petite tête ne portait pas trace d'oreille. Le médecin déclara que l'enfant était sourd-muet. En moi-même, je récusai vivement ce diagnostic. J'en avais le droit, j'étais le père de l'enfant. Mais je ne dis rien. Plus que tout au monde, je désirais qu'il fût normal. Je n'en parlais à personne et tous les jours, je me répétais l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de moi-même, faire de mon fils un être normal. Lorsqu'il fut un peu plus grand et eut l'âge de s'intéresser aux objets qui l'entouraient, nous nous rendîmes compte qu'il entendait très faiblement. Nous trouvons un moyen. Nous achetâmes un phonographe. Quand l'enfant entendit de la musique, il fut tout émerveillé et accapara rapidement l'appareil. Un jour, il fit tourner le même disque pendant 2 heures, debout devant le phonographe, les dents soudées au bord du coffre. Plus tard, apprenant que l'os est bon conducteur du son, nous sûmes la raison de cette attitude. Je me rendis compte qu'il me comprenait parfaitement lorsque je parlais en appuyant les lèvres sur l'os mastoïde à la base de son crâne. C'était le moment de transférer dans son esprit mon désir. Comme il aimait beaucoup qu'on lui racontât des histoires, j'en inventai qui devaient développer sa confiance en lui, son imagination et un désir ardent d'entendre et d'être comme tous les autres enfants. À son histoire préférée, je donnais chaque fois que je la contais une nouvelle intensité dramatique. Elle avait pour but de le persuader que son infirmité n'était pas un boulet qu'il traînerait toute sa vie, mais un atout favorable. Rien n'aurait pu l'arrêter. En repensant cette expérience, je compris que les résultats inouïs que nous obtîmes étaient, avant tout, dus à la foi que mon fils mettait en moi. Il ne s'étonnait de rien, ne me posait jamais de questions. Je lui expliquais qu'il possédait un net avantage sur son frère aîné, ce qui, de plusieurs manières, jouerait en sa faveur. Par exemple, à l'école, ses professeurs s'occupaient davantage de lui et seraient très gentils.
ce qui se révéla toujours exact. Enfin, il entend. L'enfant fit toutes ses classes, puis fréquenta l'université sans pouvoir entendre ses professeurs, sauf quand ceux-ci criaient et qu'il était au premier rang. À l'époque de ses études secondaires, il essaya un appareil électrique pour sourds, mais sans résultat. Aussi, lorsque quelques années plus tard, peu avant de quitter l'université, il en reçut un autre, hésita-t-il longtemps avant de le porter, craignant une déception aussi grande que la première. Finalement, n'y tenant plus, il plaça l'appareil au petit bonheur sur sa tête, le mit en marche et, miracle, comme par magie, le rêve de toute sa vie se réalisa. Pour la première fois, il entendait presque aussi bien que les autres. Le jeune sourd aide les autres. Réalisant encore difficilement tout ce que cette aventure allait lui apporter, il écrivit, fou de joie, au fabricant de l'appareil, lui décrivant avec enthousiasme sa propre expérience. Sa lettre plut. Il fut invité à New York, escorté jusqu'à la fabrique où il rencontra l'ingénieur en chef. C'est en lui racontant comment sa vie avait été transformée par le petit appareil qu'une idée qui allait convertir son infirmité en atout et le rendra à la fois riche et heureux lui traversa l'esprit. Il comprit tout à coup qu'il pourrait venir en aide à des milliers de sourds qui ignoraient l'existence de ces appareils électriques. Durant un mois entier, il fit des recherches dans ce sens. Il étudia le marché du fabricant et imagina les moyens d'entrer en contact avec les sourds du monde entier. Puis, il présenta à la compagnie un projet s'étalant sur 2 ans et fut immédiatement engagé pour le mener à bien. Blair désirait entendre, et il entend. Pourtant, il est né avec un tel handicap qu'avec un désir moins ardent de le vaincre, il n'aurait pu prétendre qu'à faire la quête ou à vendre de la pacotille dans les rues. Conjuguer la foi et un ardent désir ont un puissant pouvoir créateur. N'oublions pas qu'ils sont à la portée de tous les hommes. Chapitre 3. Deuxième étape vers la richesse. La foi. La foi est le chimiste en chef de votre esprit. Vous n'aurez la foi que si vous la cherchez. La foi est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant des instructions au subconscient qui jouent un très grand rôle dans la concrétisation du désir. Prenez en exemple votre propre cas. Pourquoi écoutez-vous ce livre? Parce que vous voulez savoir comment transformer votre intangible désir en son équivalent palpable, c'est-à-dire en argent. La seule façon de développer volontairement la foi est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. Peut-être comprendrez-vous mieux, à la lumière de l'exemple suivant, comment certains hommes deviennent des criminels endurcis. Voici en effet ce que dit un célèbre criminologiste. Lorsqu'un homme affronte le crime pour la première fois, il est horrifié et déteste ce qu'il a fait. S'il persiste à l'affronter, il s'y habitue et finalement l'assimile à sa façon de vivre. Ce qui revient à dire que n'importe quelle pensée répétée sans cesse au subconscient est finalement acceptée. Considérez maintenant la remarque suivante. Toutes les pensées qui ont été ressenties et pétries de foi se transforment d'elles-mêmes en leur équivalent physique. Les émotions animent les pensées et nous poussent à l'action. La foi, l'amour et le désir physique donnent à la pensée une plus grande puissance. Nous avons vu que les pensées stimulées par la foi atteignent et influencent le subconscient. Précisons que toute pensée agit de même qu'elle soit animée par un sentiment positif ou par un sentiment négatif. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance. Vous allez en déduire que le subconscient traduit en son équivalent physique une pensée aussi bien négative, c'est-à-dire destructrice, que positive et constructrice. De là l'étrange phénomène dont sont victimes des millions de gens. Ils pensent qu'ils n'ont pas de chance. Ils se croient condamnés à la pauvreté et à l'échec par une force étrange sur laquelle ils sont persuadés de n'avoir aucun contrôle.
Ces gens-là sont les artisans de leur propre malheur. Leurs pensées noires sont captées par le subconscient qui les transforme en leur équivalent physique. Rappelons qu'il ne suffit pas de voir se transformer un désir en son équivalent physique, de l'imposer au subconscient. Encore faut-il croire à la mutation. Vous devez encourager les émotions positives pour dominer votre pensée et bannir à jamais les idées noires. C'est essentiel. Votre esprit sera alors un tremplin pour la foi et donnera à volonté des instructions au subconscient qui les acceptera et travaillera immédiatement à leur réalisation. Les pensées dominantes de votre esprit. Qu'est-ce que l'autosuggestion et quel est son pouvoir? Il est bien connu que l'on finit par croire, même si c'est faux, ce que l'on s'est répété maintes fois. Celui qui se répète un mensonge finit par ne plus le voir tel qu'il est. Il en est une vérité, il en fait une vérité personnelle. Les pensées dominantes d'un homme le différencient d'un autre et le font ce qu'il est. Comment se greffe dans notre esprit la graine originelle d'une idée, d'un plan ou d'une intention? La réponse est simple, par la répétition de la pensée. C'est pourquoi il vous est recommandé de mettre sur papier votre but essentiel, de l'apprendre par cœur et de le répéter tous les jours à haute voix jusqu'à ce que votre subconscient en ait capté les ondes. Prenez la résolution de ne vous laisser influencer en rien et de bâtir votre propre vie comme vous l'avez décidé. En faisant l'inventaire de vos possibilités et de vos qualités, peut-être découvrirez-vous que vous avez un point faible. Manquez-vous par exemple de confiance en vous? C'est un handicap certain, mais que vous pouvez parfaitement surmonter. Par l'autosuggestion, transformez votre timidité en courage. Voici 5 règles qui, apprises par cœur et répétées, vous permettront d'appliquer le principe de l'autosuggestion. 5 règles pour avoir confiance en soi. 1. Je sais que je suis capable d'atteindre le but que je me suis fixé. En conséquence, j'exige de moi-même une action continue et inlassable dans ce sens. 2. Je sais que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer en réalité physique. C'est pourquoi je consacrerai 30 minutes par jour à penser à l'être que j'ai l'intention de devenir et à m'en faire une image précise. 3. Je sais que grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs avant d'atteindre enfin le but fixé. C'est pourquoi je consacrerai 10 minutes par jour à exiger de moi-même une plus grande confiance. 4. J'ai rédigé une description très claire du but précis que je me suis fixé et je ne cesserai d'essayer de le réaliser. 5. Je sais parfaitement bien qu'une richesse ou qu'une situation mal acquise est un château construit sur le sable. Elle ne saurait durer. Aussi n'engagerai-je aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, léserait une ou plusieurs personnes. Vous pouvez vous imaginer dans la pire des catastrophes. Le subconscient ne fait pas la différence entre les pensées positives ou négatives. Il travaille avec les matériaux qu'on lui donne et il concrétise aussi bien une pensée de peur qu'une autre de courage. Si vous n'avez en vous que peur, doute et maigre confiance en votre aptitude à saisir et à utiliser les forces de l'intelligence infinie, la loi d'autosuggestion s'emparera de ces sentiments qui seront traduits par le subconscient en leur équivalent physique, ce qui serait bien sûr désastreux. Chapitre 4. Troisième étape vers la richesse. L'autosuggestion. On appelle autosuggestion toute suggestion que l'on s'adresse à soi-même et qui, par l'intermédiaire des 5 sens, atteint notre cerveau. Elle fait communiquer le conscient et l'inconscient.
Chargé de nos pensées dominantes, l'autosuggestion touche volontairement le subconscient et l'influence à agir en accord avec celle-ci. La nature a donné à l'homme le pouvoir de contrôler par ses 5 sens tout ce qui touche le subconscient. Mais l'homme ne se rend toujours pas compte qu'il peut exercer ce contrôle. Dans la majorité des cas, il ne l'exerce pas, ce qui explique pourquoi tant de gens restent pauvres toute leur vie. Par l'autosuggestion, un individu peut nourrir son subconscient de pensées constructives ou au contraire permettre à des pensées destructives de s'épanouir dans le riche jardin de son esprit. L'inspiration vous guidera. Ne vous attendez pas à recevoir le message du subconscient tel un plan précis qu'il vous appartiendra de réaliser. Mais gardez l'esprit alerte, sans crainte ou doute sous-jacent. Restez éveillé et satisfait, comme si vous étiez en possession de votre bien. Le plan du subconscient vous atteindra probablement sous forme d'inspiration. Sachez la reconnaître. Emparez-vous-en et appliquez-la. Votre subconscient va travailler. Les instructions qui vous ont été données au second chapitre vont maintenant être résumées et amalgamées aux principes qui font l'objet de ce chapitre-ci. 1. Le soir, dans votre lit, vous retirez dans un endroit tranquille, où vous ne serez ni distrait ni dérangé, fermez les yeux et répétez à haute voix, de façon à entendre vos propres mots, la déclaration que vous avez écrite et qui fixe le montant de la somme que vous désirez acquérir, le délai que vous vous donnerez en échange. En même temps, imaginez-vous déjà en possession de l'argent. Exemple, vous décidez que dans 5 ans, le 1er janvier 2000 et quelques, vous aurez en votre possession 100 000 $ et qu'en échange, vous avez l'intention de travailler comme vendeur. En échange, je ferai tout mon possible pour rendre de bons services chez qui que ce soit, comme vendeur. Décrivez exactement le service que vous allez rendre ou la marchandise que vous vendrez. 2. Répétez ce programme nuit et jour jusqu'à ce que vous puissiez voir, dans votre imagination, l'argent que vous désirez ardemment. 3. Placez-en une copie là où elle sera bien visible et jusqu'à ce que vous la sachiez par cœur, lisez-la avant de vous endormir et en vous réveillant. Résumé. Vous avez un 6e sens, mais vous n'avez besoin que de 5 sens pour contrôler les pensées qui atteignent votre subconscient. Lorsque vous saurez exercer ce contrôle, votre subconscient vous mènera, si vous le désirez, à la prospérité. Fixez une somme précise et qu'elle soit assez élevée. Fixez également un délai pour l'obtenir. Lorsque votre subconscient vous donnera un plan, mettez-le aussitôt en application. L'inspiration est précieuse et doit être utilisée immédiatement. Attendre le bon moment est le meilleur moyen d'échouer. Chapitre 5. 4e étape vers la richesse. La spécialisation. Il y a 2 sortes de culture, la culture générale et la spécialisation. La culture générale, qu'elle soit vaste ou pauvre, est de peu d'utilité dans la course à l'argent. Les universités enseignent toutes les disciplines connues. La plupart des professeurs ont peu d'argent. Leur but est de transmettre des connaissances et non la manière de les utiliser. Le point faible de tout système éducatif réside peut-être dans l'impossibilité des écoles d'apprendre à leurs élèves l'organisation et l'utilisation du savoir. Être instruit ne veut pas forcément dire posséder une vaste culture. Un homme instruit est celui qui a développé ses facultés de telle sorte qu'il peut, sans violer les droits d'autrui, obtenir ce qu'il veut. L'homme qui sait où trouver les connaissances dont il a besoin et comment les utiliser selon des plans d'action, celui-là est un homme instruit. Il est facile de se cultiver. Avant de pouvoir transformer votre désir en son équivalent monétaire, vous aurez probablement besoin d'approfondir vos connaissances dans un domaine. Dans ce cas, utilisez un cerveau collectif. L'accumulation de grandes quantités d'argent exige une connaissance spécialisée qui ne doit pas nécessairement être monopolisée par celui qui désire faire fortune.
Beaucoup de gens traînent toute leur vie un complexe d'infériorité dû à leur manque d'instruction. Or, celui qui est capable d'organiser et de diriger un cerveau collectif, réunissant les connaissances nécessaires à l'accumulation des richesses, est aussi instruit que n'importe quel membre de ce cerveau. Thomas A. Edison n'alla à l'école que 3 mois. Pourtant, il ne manquait pas d'instruction et il ne mourut pas dans la misère. Henry Ford ne fut écolier que 6 ans, ce qui ne l'empêcha pas de réussir parfaitement sur le plan financier. Les sources de connaissances. Choisissez d'abord une spécialisation et décidez ce que vous allez en faire. En principe, le but qui vous tient à cœur, celui vers lequel tendent tous vos efforts, la déterminera sans erreur possible. Cette question résolue, cherchez les sources de cette spécialisation. Voici les plus importantes. 1. Votre instruction et votre propre expérience. 2. L'instruction et l'expérience des autres, le cerveau collectif. 3. Les collèges et les universités. 4. Les bibliothèques municipales, livres et revues dans lesquels on peut trouver un condensé du savoir de notre civilisation. Et 5. Des cours spéciaux, école du soir et cours par correspondance. Lorsque de nouvelles connaissances sont acquises, il faut les ordonner et les utiliser dans un but précis, selon des plans faciles à suivre. Les connaissances n'ont de valeur que dans leur utilisation. Si vous décidez de suivre un enseignement complémentaire, sachez d'abord dans quel but vous désirez l'acquérir et où vous pourrez le suivre. Les hommes qui réussissent, et cela dans toutes les sphères d'activité, ne cessent jamais d'enrichir leurs connaissances spécialisées. Ceux qui échouent font souvent l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. En vérité, l'école ne fait qu'essayer de nous apprendre comment nous pouvons acquérir des connaissances pratiques. Chapitre 6. 5e étape vers la richesse, l'imagination. L'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent tous les plans de l'homme. Le désir est formé, sculpté, alimenté par les facultés imaginatives de l'esprit. L'imagination synthétique et l'imagination créatrice. Je définirai ainsi les 2 formes de notre imagination. L'imagination synthétique nous permet de maquiller, en de nouvelles combinaisons, les vieux concepts, les vieilles idées et les vieux plans. Elle ne crée pas, elle s'appuie sur l'expérience, l'instruction et l'observation. C'est à elle que fait appel l'inventeur. Quand elle ne parvient pas à résoudre son problème, il est obligé de recourir à son génie créateur. Grâce à l'imagination créatrice, l'esprit de l'homme ne connaît pas de limite. Nous lui devons nos inspirations, nos idées neuves, et c'est par son intermédiaire que nous communiquons avec le subconscient d'autrui. Plus cette faculté est utilisée, plus elle reste vive. Les 2 formes d'imagination se développent à l'usage, comme n'importe quel muscle se développe sous l'effet d'une gymnastique appropriée. L'idée est le point de départ de toute fortune. À la source de toute fortune, il y a une idée. C'est un produit de l'imagination. Dans l'espoir qu'à votre tour vous en tirerez profit, voici une idée qui fut à l'origine d'immenses fortunes. Il manquait un ingrédient. Il y a une 50aine d'années, un vieux médecin de campagne se rendit à la ville. Il attacha son cheval devant le drugstore et y entra par la porte de derrière, silencieusement. À voix basse, il parla ensuite au jeune employé. Pendant plus d'1 heure, ils discutèrent derrière le comptoir. Puis le docteur sortit, se dirigea vers sa carriole, en retira une grande bouilloire démodée, un long morceau de bois destiné à en remuer le contenu, et remit tout cela à l'employé, qui examina la bouilloire, la renifla, tira de sa poche intérieure un rouleau de billets de banque, soit toutes ses économies, et le tendit au vieil homme. Il y avait $500.
Le médecin lui remit aussi une petite feuille de papier sur laquelle était inscrite une formule secrète. Le médecin était enchanté de sa vente. L'employé prenait un gros risque en décidant de jouer ainsi toutes ses économies. Jamais il n'aurait pu supposer que son investissement lui vaudrait des ruissellements d'or et que la bouilloire se transformerait en une super lampe d'Aladin. Ce que le jeune homme cherchait avant tout, c'était une idée. La bouilloire, le morceau de bois et le message secret n'étaient qu'accessoires. Ce ne fut que plus tard, quand le nouveau propriétaire eut l'idée d'ajouter un nouvel ingrédient, que l'ensemble prit toute sa valeur. Essayez de découvrir quel est cet ingrédient qui fit déborder l'or de la bouilloire et voyons ensemble les fortunes immenses que cette idée engendra. Métamorphosée, la vieille bouilloire est actuellement l'une des plus grandes consommatrices de sucre, fournissant ainsi à des milliers d'hommes et de femmes du travail dans la culture de la canne à sucre, les raffineries et le marché du sucre. Elle a transformé une petite ville du Sud en une grande cité où toutes les affaires sont reliées à elle et où pratiquement tous les habitants en vivent. L'or qui provient de cette bouilloire a construit et financé l'une des facultés les plus importantes du Sud où des milliers de jeunes gens reçoivent l'enseignement qui les prépare au succès. Qui que vous soyez, où que vous viviez, quoi que vous fassiez, souvenez-vous dorénavant, chaque fois que vous verrez le mot Coca-Cola, que ce vaste et riche empire est né d'une seule idée et que le mystérieux ingrédient que l'employé Asa Candler ajouta à la formule secrète était l'imagination. Une intention précise et des plans précis. Asa Candler savait que les idées peuvent se transformer en argent grâce au pouvoir qui découle d'un but et de plans précis. Si vous êtes de ceux qui croient que seul un dur labeur et une honnêteté foncière mènent à la richesse, détrompez-vous. Il n'en est rien. La grosse fortune ne vient jamais uniquement à la suite d'un dur labeur. Elle vient en réponse à des demandes précises, basées sur l'application de lois et non par chance ou par hasard. Tous les vendeurs passés maîtres dans leur profession savent qu'une idée peut se vendre là où les marchandises ne le peuvent pas. Les mauvais vendeurs l'ignorent. C'est pourquoi ils resteront de mauvais vendeurs. Un éditeur de livres bon marché fit une découverte valable pour l'ensemble de sa corporation. Il se rendit compte que beaucoup de gens achètent un livre pour son titre et non pour son contenu. En échangeant uniquement le titre d'un livre qui ne se vendait pas, il en écoula plus d'1 million d'exemplaires. L'histoire de presque toutes les grosses fortunes a commencé le jour où un créateur d'idées et un vendeur d'idées se sont rencontrés et ont travaillé de concert. Carnegie s'entourait d'hommes chargés d'accomplir ce qui lui échappait, d'hommes où forgeait des idées, les réalisait, échafaudant ainsi sa fortune et celle de ses collaborateurs. Des millions de gens attendent toute leur vie un coup de chance, une occasion. Or, il est plus sûr de ne pas dépendre de la chance. C'est à elle que je dois l'événement le plus important de ma vie, ma rencontre avec Andrew Carnegie. Mais il m'a fallu 25 ans d'efforts précis pour faire de cet événement un atout. Un simple désir aurait-il résisté à 25 ans de déception, de découragement, de défaites temporaires, de critiques et à l'impression constante de perdre mon temps? Mon désir de constituer une philosophie du succès était un désir ardent, une obsession. Les idées sont des forces intangibles, mais elles ont plus de pouvoir que le cerveau qui leur donne naissance. Elles ont le pouvoir de lui survivre. Chapitre 7. 6e étape vers la richesse. L'élaboration des plans. Vous savez maintenant que le désir est à l'origine de tout ce que l'homme crée ou acquiert, que la première phase de ce désir, passant de l'abstrait au concret, se déroule dans l'atelier de l'imagination, où des plans nécessaires à cette transformation sont élaborés et organisés. Dans un précédent chapitre, on vous a dit que pour transformer votre désir de richesse en son équivalent matériel, vous devez en tout premier lieu mettre en pratique 6 instructions précises et faciles à suivre.
L'une d'elles incite à construire en imagination un ou plusieurs plans, à les cerner minutieusement, toujours en esprit, afin de déclencher le processus de leur transformation. Apprenez maintenant à élaborer ces plans. 1. Réunissez toutes les personnes qui seront nécessaires à la création et au développement de votre ou de vos plans pour devenir riche. Vous mettrez ainsi en application le principe du cerveau collectif. Avant de constituer votre cerveau collectif, décidez des avantages et des bénéfices que vous pourrez offrir à chacun des membres en échange de votre coopération. Personne ne travaillera indéfiniment pour vous sans en retirer une compensation. 3. Jusqu'à ce que vous ayez parfaitement mis au point le ou les plans nécessaires, organisez des réunions avec les membres de votre cerveau collectif au moins 2 fois par semaine, et plus souvent si possible. 4. Maintenez une entente parfaite entre chaque membre de votre cerveau collectif. Si vous ne le faites pas, vous irez au-devant d'un échec. N'oubliez pas que 5. Vous êtes engagé dans une entreprise qui revêt pour votre avenir une importance capitale. Si vous voulez réussir, il vous faut des plans parfaits. 6. Vous avez un atout, l'expérience, l'instruction, les talents et l'imagination des autres. Profitez-en à l'instar de tous ceux qui ont réussi. Aucun être humain n'a assez d'expérience, d'instruction, de talent personnel pour faire fortune sans l'aide des autres. Vous pouvez créer vos plans, entièrement ou en partie, mais il faut qu'ils soient approuvés par les membres de votre cerveau collectif. La défaite vous rend plus fort. Si le premier plan que vous adoptez échoue, imaginez-en un second. Si celui-ci ne réussit pas mieux, élaborez-en un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez celui qui convient. Trop de gens se découragent, et c'est alors l'échec. Le plus intelligent des hommes échouera dans toutes ses entreprises s'il ne trace pas des plans précis et facilement réalisables. N'oubliez pas, si votre plan échoue, qu'une défaite temporaire n'est pas un échec permanent. Elle signifie seulement que votre plan était mal conçu. Recommencez inlassablement. Rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse d'abandonner. Henry Ford essuya un échec lorsqu'il était au faîte de sa carrière. Il créa de nouveaux plans et poursuivit sa marche victorieuse vers la fortune. Des hommes riches, nous ne connaissons souvent que leur triomphe, et nous ignorons les défaites passagères qu'ils durent surmonter. Les dirigeants et les dirigés. Il y a dans le monde 2 types d'individus, ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. À vous de choisir à laquelle de ces 2 catégories vous désirez appartenir. Celui qui est dirigé ne peut raisonnablement espérer obtenir autant que celui qui dirige, mais très souvent il commet l'erreur de le croire. Il n'y a aucun déshonneur à faire partie de la seconde catégorie. Mais on ne gagne rien à y rester. La plupart des grands dirigeants ont d'abord été ceux qui obéissent. Ils deviennent des chefs parce qu'ils étaient d'intelligents subordonnés. À part quelques exceptions, l'homme qui est incapable d'obéir intelligemment à son chef ne sera jamais un bon dirigeant. Un subordonné intelligent a beaucoup d'avantages, dont celui de tirer un enseignement de la conduite de son chef. Les 11 secrets qui font un bon dirigeant. 1. Le courage à toute épreuve. Aucun subordonné ne désire être dirigé par un chef qui manque de confiance en soi et de courage. Aucun subordonné intelligent ne sera dominé longtemps par un tel dirigeant. 2. La maîtrise de soi. Celui qui n'est pas capable de se maîtriser ne pourra jamais maîtriser les autres. 3. Un sens aigu de la justice. S'il n'y a pas un sens aigu de la justice et de l'équité, un dirigeant ne pourra commander longtemps ni conserver le respect de ceux qu'il dirige. 4. La sûreté dans la décision. Celui qui hésite à prendre une décision montre qu'il n'est pas sûr de lui et ne peut donc diriger les autres avec succès. 5. La précision des plans. Le bon dirigeant doit planifier son travail et travailler son plan.
Un patron qui agit à l'aveuglette, sans plan précis et facile à exécuter, est semblable à un bateau sans gouvernail. Tôt ou tard, il échouera. 6. L'habitude d'en faire plus que les autres. 7. Une personnalité irréprochable. La fonction de dirigeant exige le respect. 8. La sympathie et la compréhension. Le bon dirigeant doit éprouver de la sympathie pour ceux qu'il dirige et essayer de comprendre leurs problèmes. 9. Le respect du détail. Pour réussir, un bon dirigeant ne devra négliger aucun des détails inhérents à sa charge. 10. La volonté d'assumer toute la responsabilité. Un dirigeant est responsable des erreurs et des fautes de ses subordonnés. Si un subordonné commet une erreur et se montre incompétent, son patron doit se considérer lui-même comme fautif. 11. La coopération. Un patron, pour réussir, doit comprendre et appliquer le principe de l'effort en commun, être capable d'obtenir de ses subordonnés qu'ils fassent de même. La direction appelle le pouvoir et le pouvoir demande la coopération. Il y a 2 façons de diriger. La première et de loin la plus efficace s'exerce avec le consentement et la sympathie des dirigés. La seconde est imposée par la force, sans consentement ni sympathie. À maintes reprises, l'histoire a prouvé que la dictature est éphémère. La chute et la disparition des dictateurs et des rois signifient que le peuple n'accepte pas indéfiniment un pouvoir pris par la force. Pourquoi certains dirigeants échouent-ils? Il est aussi utile de savoir ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Voyons les erreurs fondamentales qui mènent les dirigeants à l'échec. 1. La négligence des détails. Un dirigeant efficace doit savoir organiser et maîtriser les fonctions inhérentes à sa charge. Il doit prendre l'habitude de se décharger de tous les détails sur des collaborateurs efficaces. 2. Le refus de rendre d'humbles services. Un bon dirigeant doit accepter, si les circonstances l'exigent, d'exécuter n'importe quelle sorte de travail qu'en temps normal il demanderait à d'autres. 3. L'erreur de vouloir être payé pour ce que l'on sait et non pour ce que l'on fait. On ne paie pas les gens pour ce qu'ils savent, mais pour ce qu'ils font ou font faire aux autres. 4. La peur d'être concurrencé par ses subordonnés. Le dirigeant qui craint qu'un de ses subordonnés ne prenne sa place est pratiquement sûr de voir son appréhension se justifier tôt ou tard. 5. Le manque d'imagination. Sans imagination, un dirigeant est incapable de parer aux tâches urgentes et de créer des plans pour guider efficacement ses subordonnés. 6. L'égoïsme. Un dirigeant qui revendique tout l'honneur du travail accompli par ses subordonnés peut être certain qu'on lui en tiendra rigueur. 7. L'intempérance. Les subordonnés ne respectent pas un dirigeant intempérant. De plus, l'intempérance, sur toutes ses formes, détruit l'endurance et la vitalité. 8. La trahison. Peut-être aurais-je dû la mettre en tête de la liste? Le dirigeant qui trahit son poste et ses associés, ses supérieurs comme ses subordonnés, celui-là ne peut se maintenir longtemps au pouvoir. La trahison n'appelle que le mépris. Le manque de loyauté est la cause la plus courante de l'échec. 9. Mettre l'accent sur l'autorité que confère le pouvoir. Un bon dirigeant se fera respecter par sa compréhension, sa loyauté et la connaissance qu'il montrera de son métier. 10. Mettre l'accent sur son titre. Un dirigeant compétent n'a pas besoin de titre pour se faire respecter de ses subordonnés. Comment trouver un bon emploi? L'expérience a prouvé que les méthodes qui suivent sont les plus directes et les plus efficaces pour amener l'acheteur et le vendeur à travailler ensemble. 1. Les bureaux privés de placement. 2. Les petites annonces. 3. Lettres personnelles de demande d'emploi. On les adresse à des entreprises ou à des personnes susceptibles d'avoir besoin de services que l'on offre. 4. Demande d'emploi par personne interposée.
Dans la mesure du possible, le postulant doit s'efforcer de toucher par personne interposée l'employeur pressenti. 5. Demande faite directement. La demande peut être plus efficace parfois si le postulant offre personnellement ses services à l'employeur. Dans ce cas, il laissera un curriculum vitae à l'employeur pour qu'il puisse, s'il le désire, en discuter avec ses associés. Comment rédiger un curriculum vitae? Il faut le préparer avec autant de soin qu'un avocat prépare le dossier d'un accusé qui doit défendre en cour d'assises. Le curriculum vitae donne les précisions suivantes. 1. Instruction. Établissez brièvement mais clairement une liste des écoles où vous avez fait vos études, votre spécialisation et les raisons de votre choix. 2. Expérience. Si vous avez déjà occupé des postes semblables à celui que vous sollicitez, décrivez-les et donnez les noms et les adresses des employeurs. 3. Référence. Pratiquement toutes les entreprises veulent connaître les antécédents d'un éventuel employé. Joignez à votre curriculum vitae des photocopies de lettres de vos précédents employeurs, vos professeurs, personnes dignes de foi, au jugement équitable. 4. Photographie. Joignez-y aussi une photographie récente. 5. Sollicitez un emploi précis. Évitez de solliciter un emploi sans préciser quel est exactement celui que vous recherchez. Ne demandez jamais n'importe quel emploi, ou en déduisant que vous n'avez pas de qualification spécifique. 6. Indiquez les qualifications que vous possédez pour cet emploi. Détaillez amplement la raison qui vous pousse à croire que vous êtes qualifié pour le poste que vous briguez. 7. Offrez de travailler à l'essai. Si vous êtes sûr de vos qualifications, proposez un essai. Cette suggestion montrera que vous avez confiance en vos possibilités et que vous serez à la hauteur de l'emploi. 8. Connaissance de votre employeur éventuel. Avant de solliciter un emploi dans une entreprise, renseignez-vous sur elle et précisez dans votre curriculum vitae ce que vous avez appris à ce sujet. Cherchez le travail que vous aimerez faire. 1. Décidez exactement quel travail vous aimeriez accomplir. S'il n'existe pas, peut-être pourriez-vous l'inventer. 2. Choisissez l'entreprise ou l'homme avec qui vous désirez travailler. 3. Étudiez votre employeur éventuel, son caractère, son personnel. Évaluez vos chances d'avancement. 4. En analysant vos qualités, voyez ce que vous pouvez offrir et sous quelle forme. 5. Quand vous aurez votre plan en tête, confiez-en la rédaction à un spécialiste. 6. Présentez-le à la personne qui a autorité en la matière et elle fera le reste. Toutes les entreprises cherchent des personnes qui peuvent lui apporter quelque chose de valable, que ce soit des idées ou des services. Elles ont toute une place pour la personne qui a établi un plan d'action précis au service de leurs intérêts. Le client est votre partenaire. Dans le monde moderne, les relations entre employeurs et les employés ont beaucoup changé. On parle de collaboration qui évolue de plus en plus vers l'association avec les clients. De nos jours, courtoisie et service sont les mots d'ordre du commerce. L'employé est maintenant devenu un gentleman. Enchanté d'être à votre service. C'est la qualité des services, leur quantité et l'esprit qui les anime, qui déterminent le salaire et la durée de l'emploi. La qualité du service implique toujours et partout la meilleure exécution de chaque détail inhérent à la fonction. La quantité indique qu'il faut rendre tous les services possibles. Efforcez-vous d'augmenter votre potentiel en développant votre habileté dans la pratique et l'expérience. Que ceci devienne une habitude. 31 façons d'échouer. Essayer de toutes ses forces et échouer, voilà l'une des plus grandes tragédies humaines. Tragédie en effet, si l'on compare le très grand nombre de gens qui échouent à celui, très limité, de ceux qui réussissent. J'ai pu étudier le comportement de plusieurs milliers d'hommes et de femmes dont 98 étaient considérés comme des ratés. J'en ai conclu qu'il existe 31 grandes raisons d'échec et 13 principes primordiaux qu'il faut connaître et appliquer pour faire fortune. Voici la liste des 31 causes d'échec.
Un terrain héréditaire peu favorable. Malheureusement, on ne peut rien en faire, ou si peu, pour ceux qui naissent avec une déficience mentale. 2. Pas de but bien défini. Il n'y a aucun espoir de succès pour celui qui n'a pas de but bien défini. 3. Le manque d'ambition pour s'élever au-dessus de la médiocrité. 4. Une instruction insuffisante. Pour avoir de l'instruction, il faut plus qu'un diplôme universitaire. Est instruit celui qui a appris à obtenir ce qu'il veut de la vie sans pourtant léser les intérêts des autres. 5. Le manque d'autodiscipline. 6. La mauvaise santé. La vraie réussite appartient à ceux qui sont en bonne santé. La maîtrise et le contrôle de soi peuvent éliminer de nombreuses causes de maladies, dont une alimentation trop riche, la mauvaise habitude de penser négativement, les abus sexuels, le manque d'exercice physique, une mauvaise respiration empêchant une oxygénation adéquate. 7. Les mauvaises influences pendant l'enfance. 8. L'hésitation. La plupart des êtres arrivent au bout de la vie sans avoir entrepris quoi que ce soit, car en vain ils ont attendu le bon moment. Ne les imitez pas. Le bon moment ne vient jamais. Mettez-vous immédiatement à l'ouvrage avec les outils dont vous disposez. Peu à peu, vous en trouverez de meilleurs. 9. Le manque de persévérance. En général, nous commençons assez bien ce que nous entreprenons, mais nous le finissons mal. Nous avons tendance à abandonner prématurément. 10. Une personnalité négative. 11. L'impossibilité de contrôler ses instincts sexuels. 12. Le désir incontrôlé de gestes gratuits. L'instinct du jeu conduit des millions de gens à leur perte. Une étude du crash de 1929 montre que des millions de personnes essayèrent à ce moment-là de gagner de l'argent en jouant leur stock de provisions. 13. Le manque de décision. Les hommes qui réussissent prennent leurs décisions rapidement. 14. Les 6 formes fondamentales de la peur. Elles sont analysées dans un chapitre ultérieur. Pour pouvoir rendre des services efficaces, il faut absolument les maîtriser. 15. Mal choisir son partenaire dans le mariage. 16. Trop de circonspection. Celui qui n'ose saisir la chance devra se contenter des miettes laissées par les autres. 17. Mal choisir ses associés. 18. La superstition et les maléfices. La superstition est une forme de peur et d'ignorance. 19. Se tromper de vocation. Personne ne peut réussir dans une entreprise qui ne lui plaît pas et où il ne se sent pas à l'aise. 20. La dispersion de l'effort. Le touche-à-tout est finalement incapable de faire quelque chose convenablement. 21. L'habitude de dépenser sans compter. Le prodigue ne peut réussir parce qu'il sera éternellement pauvre. Prenez l'habitude d'économiser systématiquement une partie de votre revenu. Un compte en banque donne assurance et courage. 22. Le manque d'enthousiasme. 23. L'intolérance. Celui qui est étroit d'esprit n'ira jamais loin. 24. L'intempérance. La pire forme d'intempérance concerne les aliments, la boisson et la vie sexuelle. Y succomber est se vouer à l'échec. 25. Être incapable de coopérer. 26. La possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts. Fils et filles d'hommes riches qui héritent de l'argent qu'ils n'ont pas gagné. 27. La malhonnêteté consciente. Rien ne remplace l'honnêteté. 28. L'égoïsme et la vanité. Ces défauts représentent un danger pour les autres. Ils sont incompatibles avec le succès. 29. Deviner au lieu de réfléchir. 30. L'insuffisance de capitaux. 31. Autre cause. N'importe quelle cause d'échec dont vous avez été victime et qui ne figure pas sur cette liste. Ces causes d'échec résument la tragédie de tous ceux qui ont essayé de faire fortune et qui ont échoué. Demandez à quelqu'un qui vous connaît bien
de revoir cette liste avec vous et de vous aider à trouver la cause d'échec qui vous concerne particulièrement. La civilisation est bâtie sur le capital. Les fonds nécessaires à la construction et à l'entretien des voies ferrées et des bateaux qui nous amènent les éléments de notre petit déjeuner peuvent être qualifiés d'astronomiques. Ils sont de centaines de millions de dollars, sans compter la rétribution du nombreux personnel que nécessite le fonctionnement de ces deux moyens de transport. Mais trains et bateaux ne sont pas sortis de terre tout seuls et ne marchent pas automatiquement. Ils sont le résultat du travail, de l'ingéniosité, de l'habileté d'hommes riches d'imagination, de foi, d'enthousiasme et qui possèdent un esprit de décision et une persévérance à toute épreuve. Ces hommes, on les appelle des capitalistes. Ils sont mus par le désir de construire, d'entreprendre, de rendre des services utiles, de gagner de l'argent, de faire fortune. Et parce qu'ils rendent des services indispensables à la société, ils se placent eux-mêmes sur le chemin de la fortune. Mon intention n'est pas de constituer un dossier en faveur d'un groupe d'hommes ou d'un certain système économique ou contre ces derniers. Si j'ai analysé ici les avantages économiques du système capitaliste, c'est pour vous prouver que tous ceux qui cherchent à faire fortune doivent apprendre à reconnaître le système qui ouvre les voies d'accès à la fortune et s'y adapter. En présentant le problème de cette façon, on s'oppose à la version généralement défendue par les politiciens et les démagogues qui délibérément se ferment des issues en traitant le capital organisé comme s'il était un poison. L'Amérique du Nord est capitaliste. Elle s'est développée grâce au capital. Or, nous devons savoir que nous n'aurions ni espoir de richesse ni occasion de faire fortune si le capital organisé ne nous en donnait pas la possibilité. Faire fortune légalement, c'est rendre des services utiles. Aucun système n'a encore été inventé qui permettrait, sans rien donner en échange, d'acquérir légalement de l'argent. Chapitre 8. Septième étape vers la richesse, la décision. Après avoir étudié plus de 25 000 cas d'échecs, on a pu démontrer que le manque de décision venait presque toujours en tête de la liste des 31 causes majeures de l'échec. L'indécision est un ennemi que presque tous nous avons à vaincre. L'opinion, une denrée bon marché. La plupart des gens qui échouent dans leur tentative de gagner beaucoup d'argent sont généralement très influençables. Ils pensent selon la voix des journaux et les commérages des voisins. Les opinions sont les denrées les moins chères. Chacun de nous en a une foule. Si vous vous laissez influencer lorsque vous avez à prendre une décision, vous n'arriverez à rien de bien. Vous ne concrétiserez pas votre désir d'argent. Si vous êtes influencé par les opinions des autres, vous n'aurez pas de désir propre. Le pouvoir d'un esprit décidé. Ceux qui prennent leurs décisions rapidement et définitivement savent ce qu'ils veulent et généralement l'obtiennent. Un chef décide toujours vite et sûrement. C'est pour cela qu'il en est un. Le monde a l'habitude de chérir celui dont les mots et les actes prouvent qu'il sait où il va. L'indécision est généralement une habitude de jeunesse. De plus en plus tenace avec le temps, elle influence l'étudiant dans le choix de son métier, si tant est qu'il arrive à en choisir un. Très souvent, le jeune homme qui vient de terminer ses études accepte, parce qu'il est indécis par habitude, le premier emploi qu'on lui propose. La plupart des petits salariés actuels doivent leur situation au fait qu'ils ont manqué de décision et de jugement lorsqu'il s'est agi de choisir. Être précis dans ses décisions demande du courage. Chapitre 9. Huitième étape vers la richesse. La persévérance.
La persévérance est l'un des facteurs essentiels à la transformation du désir d'argent en son équivalent matériel. À l'origine de la persévérance, il y a le pouvoir de la volonté. Conjugués, le pouvoir de la volonté et le désir sont irrésistibles. Les hommes qui gagnent de grosses fortunes donnent souvent l'impression d'être durs et froids. La plupart du temps, on ne les comprend pas. Au pouvoir de la volonté, ils allient la persévérance et c'est avec ces deux qualités qu'ils assurent la réalisation de leurs désirs. La plupart des gens sont prêts à abandonner leur but et leur projet au premier signe d'opposition ou d'échec. Il y en a très peu qui, malgré les obstacles, persévèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Le mot persévérance n'a pas valeur d'héroïsme. C'est une qualité qui est au caractère de l'homme ce que le carbone est à l'acier. Un désir tiède apporte de maigres résultats. Le manque de persévérance est l'une des causes les plus importantes d'échec. La plupart des gens souffrent de cette faiblesse. On peut cependant lutter contre elle, d'autant plus facilement que le désir de la vaincre est grand. Le désir est à l'origine de toute entreprise. Ne l'oubliez jamais. Un petit désir n'apporte que de maigres résultats, de même qu'un petit feu donne peu de chaleur. Si vous manquez de persévérance, combattez cette faiblesse en stimulant votre désir jusqu'à ce qu'il devienne obsessionnel. Écoutez ce livre jusqu'au bout, puis revenez au chapitre qui traite du désir et appliquez immédiatement les 6 instructions qui y sont données. L'ardeur avec laquelle vous les suivrez indiquera clairement la qualité de votre désir. Si vous vous sentez plus ou moins indifférent, vous n'avez pas encore cette volonté d'argent indispensable à qui veut faire fortune. La défaite, une condition passagère. Certaines personnes connaissent par expérience la valeur de la persévérance. Elles savent que les défaites ne sont que passagères et qu'elles peuvent être changées en victoire avec la persévérance. Elles sont peu nombreuses, les personnes qui voient en la défaite un appel urgent à redoubler d'efforts. C'est alors qu'une force irrésistible et silencieuse vient à leur aide pour lutter contre le découragement. Cette force n'est autre que la persévérance. Sans elle, et dans quelque domaine que ce soit, aucun succès n'est possible. La persévérance est à la portée de tous. La persévérance est un état d'esprit. Elle peut donc se cultiver. Pour y arriver, voici ce qu'il faut. 1. La précision de l'intention. Pour développer la persévérance, il est primordial de savoir ce que l'on veut. 2. Le désir. Quand on poursuit l'objet d'un ardent désir, il est facile d'acquérir et de maintenir la persévérance. 3. La foi en soi. 4. La précision des plans. Des plans structurés, même s'ils se révèlent mauvais et absolument irréalisables, sont un encouragement à persévérer. 5. Des connaissances adéquates. 6. La coopération. 7. Le pouvoir de la volonté. Et 8. L'habitude. La persévérance est le résultat direct de l'habitude. L'esprit absorbe les expériences de la journée et il s'en nourrit. Les ennemis de la persévérance. Vous trouverez ici les vrais ennemis qui vous barrent le chemin de toute réalisation importante. Vous découvrirez non seulement la faiblesse de votre persévérance, mais aussi les causes inconscientes de cette faiblesse. Analysez-vous franchement si vous voulez vraiment savoir qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Voici les faiblesses qui doivent être vaincues par tous ceux qui cherchent à faire fortune. 1. L'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. 2. L'hésitation et son lot d'alibis et d'excuses. 3. Le manque d'intérêt pour un enseignement spécialisé. 4. L'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à notre place. 5. L'habitude de se reposer sur des excuses au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à son problème. 6. Le contentement de soi.
Il n'y a malheureusement rien à faire contre cette maladie. 7. L'indifférence qui se manifeste habituellement par la recherche systématique de compromis là où il y aurait lieu de faire face aux obstacles et d'essayer de les franchir. 8. L'habitude de critiquer les erreurs des autres et d'accepter des circonstances défavorables comme inévitables. 9. La tiédeur d'un désir qui vient de ce que l'on néglige le choix des intentions. 10. La volonté et même parfois la hâte d'abandonner au premier signe de défaite. 11. L'absence de plan organisé et soigneusement rédigé pour pouvoir être mieux étudié. 12. L'habitude de négliger l'occasion qui se présente. 13. Souhaiter au lieu de vouloir. 14. L'habitude d'établir des compromis avec la pauvreté au lieu de vouloir la fortune. Le manque total d'ambition d'être, d'agir, de posséder. 15. La quête de raccourcis menant à la fortune. Essayer de prendre sans rien donner. Et 16. La peur d'être critiqué, la peur du « qu'en dira-t-on » qui fait échouer autant l'élaboration que l'application des plans. Cet ennemi numéro 1 se cache généralement dans le subconscient. Tout le monde peut critiquer. Étudions cette peur d'être critiqué. La plupart des gens permettent à leurs parents, à leurs amis et aux autres de les influencer à tel point qu'ils n'osent vivre leur propre vie de peur d'être critiqués. De nombreuses personnes font le mauvais mariage et s'entêtent à mener une vie malheureuse parce que la peur d'être critiqué les empêche de divorcer. Celui qui a subi le joug de cette peur sait l'irréparable dommage qu'elle commet en détruisant toute ambition et tout désir de réussite. Des hommes et des femmes de tout âge permettent à leurs parents de briser leur vie par peur de la critique. Or, le devoir n'exige pas la destruction des ambitions personnelles. Par peur d'être critiqués en cas d'échec, des gens refusent de saisir leur chance en affaires. La peur des critiques est, dans ce cas, plus forte que le désir de la réussite. Trop d'individus renoncent aux visées ambitieuses ou négligent de choisir la profession qui les tente, de crainte que parents et faux amis ne disent « il est fou, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Ils fabriquent eux-mêmes leur coup de chance. Beaucoup de personnes se disent que le succès matériel est dû au seul hasard. Mais ceux qui ne comptent que sur la chance sont généralement déçus, parce qu'ils ne savent pas que les coups de chance se fabriquent sur mesure. Durant la crise de 1929, le comédien W.C. Fields perdit son argent et se retrouva sans revenu et sans travail, le vaudeville ayant été rayé du théâtre. Il avait plus de 60 ans. À cet âge, beaucoup d'hommes se considèrent comme déjà vieux. Il était si pressé de retourner sur les planches qu'il frappa à la porte d'une industrie naissante, le cinéma parlant, pour y offrir gracieusement ses services. Il tomba et se blessa au cou. À sa place, bien des gens auraient renoncé à leur projet. Mais Fields était persévérant. Il savait que s'il persévérait, il aurait sa chance un jour ou l'autre, et il l'eut. On ne peut compter que sur la chance que l'on provoque, et on ne peut la provoquer que par la persévérance, sachant au départ vers quel but on tend. Les 4 étapes vers la persévérance. Franchir ces 4 étapes n'exige ni une intelligence au-dessus de la moyenne, ni une instruction particulière, ni encore trop de temps ou d'effort. Il suffit d'avoir un but bien précis et le désir ardent de le réaliser. Un plan précis qui s'exprime par une action soutenue. Un esprit absolument étanche aux influences pernicieuses ainsi qu'aux suggestions négatives des parents, des amis et de l'entourage. Un lien amical avec celui ou ceux qui vous encourageront à persévérer dans votre plan et vers votre but. Peut-on avoir l'aide de l'intelligence infinie? Quel pouvoir mystique donne aux hommes persévérants la possibilité de vaincre les difficultés?
La persévérance suscite-t-elle une certaine forme d'activité spirituelle, mentale ou chimique qui permet d'accéder à des forces surnaturelles? L'intelligence infinie soutient-elle celui qui se bat encore, alors que la bataille est déjà perdue et que le monde entier est contre lui? Je me suis posé ces questions et bien d'autres encore quand j'étudiais la vie d'hommes tels que Henry Ford, qui commença à zéro et bâtit un empire industriel immense avec pour seul atout la persévérance, ou Thomas Edison, qui avec moins de 3 mois de scolarité devint le premier inventeur du monde et métamorphosa sa persévérance en machine parlante, en machine pour le cinéma, en lampe incandescente, sans parler d'une 50aine d'autres inventions. J'ai eu l'heureux privilège d'analyser année après année et pendant longtemps ces deux hommes singuliers. Je parle en connaissance de cause lorsque je dis que j'ai trouvé en eux qu'une explication à leur réussite extraordinaire, la persévérance. Chapitre 10. 9e étape vers la richesse. Le pouvoir du cerveau collectif. Pour faire fortune, le pouvoir est indispensable. Élaborer des plans est inutile si l'on ne possède pas le pouvoir de les exécuter. Le pouvoir peut être défini ainsi: une connaissance organisée et intelligemment dirigée. Le pouvoir dans ce cas désigne un effort organisé assez important pour permettre à un individu de transformer son désir en son équivalent monétaire. L'effort organisé résulte de la coordination de 2 ou plusieurs personnes qui, dans un esprit d'entente, travaillent dans un but bien défini. Le pouvoir est nécessaire à qui veut faire fortune. Il est indispensable, ensuite, pour conserver l'argent acquis. Voyons comment on peut acquérir le pouvoir, puisqu'il est une connaissance organisée. Examinons-en les sources. 1. L'intelligence infinie. 2. L'expérience collective. L'expérience collective humaine, ou du moins celle qui a été organisée et enregistrée, est indispensable dans n'importe quelle bibliothèque municipale bien garnie. Une grande part de cette expérience collective est enseignée et étudiée dans les écoles publiques et dans les facultés. Et 3. Les études et les recherches. Dans tous les domaines de recherche où l'homme a cherché, trouver et classifier les dernières découvertes. Il faut référer à ces sources individuelles lorsque les connaissances ne peuvent s'acquérir à travers l'expérience collective. L'imagination créatrice y joue également son rôle. La connaissance ainsi obtenue peut être convertie en pouvoir si elle est utilisée dans le cadre de plans précis qui se traduiront par des actes. Le secret du succès d'Andrew Carnegie. Le cerveau collectif résulte des efforts conjugués de 2 ou plusieurs individus qui œuvrent dans un esprit d'harmonie en vue d'atteindre un but précis. Sans la coopération d'un cerveau collectif, aucun individu ne peut profiter d'un tel pouvoir. Nous allons maintenant étudier 2 particularités du cerveau collectif, l'une étant d'ordre économique et l'autre d'ordre psychique. Celui qui s'entoure d'hommes bienveillants, avisés, prêts à l'aider, dans un esprit de parfaite harmonie, celui-là bénéficie d'avantages économiques certains. L'aspect psychique est plus subtil. Si 2 esprits travaillent ensemble, ils libèrent une 3e force invisible et intangible, semblable à un 3e esprit. L'esprit humain est producteur d'énergie. Vous pouvez utiliser plus de matière grise que vous n'en avez. Le cerveau de l'homme peut se comparer à une batterie électrique. Il est bien connu que plusieurs batteries connectées produiront plus d'énergie qu'une seule. Il est non moins connu que la quantité d'énergie émise par une seule batterie est fonction du nombre et de la capacité de ses éléments. Compte tenu que certains cerveaux sont plus efficaces que d'autres, nous pouvons dire qu'un ensemble de cerveaux coordonnés harmonieusement produira plus d'énergie qu'un seul cerveau. On comprend immédiatement pourquoi le cerveau collectif est la clé du pouvoir que possèdent les hommes qui savent bien s'entourer.
La pauvreté n'a pas besoin de plan. L'argent est timide et méfiant. Il faut lui faire la cour et le gagner par des méthodes qui ressemblent à celles qu'utilise l'amoureux pour conquérir la jeune fille de ses pensées. Aussi étrange que cela paraisse, le pouvoir qui est utilisé pour gagner de l'argent n'est pas très différent de celui qui est mis en œuvre pour gagner le cœur d'une jeune fille. Ce pouvoir pour agir et conquérir la richesse doit être empreint de foi, de désir, de persévérance et être utilisé suivant un plan d'action précis. Quand l'argent afflue, c'est avec l'aisance d'un torrent. Nous avons tous en nous un torrent dont les eaux divergentes coulent vers la richesse et vers la pauvreté. La pauvreté et la richesse échangent souvent leur place. La richesse prend celle de la pauvreté, seulement s'il y a des plans bien conçus et soigneusement exécutés dans ce sens. La pauvreté est timide et réservée. Pour l'avoir, il faut l'attirer. Chapitre 11. 10e étape vers la richesse. La transmutation en langage simple, c'est le changement ou la transformation d'un élément en un autre. L'émotion sexuelle conduit à un état d'esprit. Cet état d'esprit est faussement associé à une émotion d'ordre physique. Or, l'émotion sexuelle a 3 raisons d'être. La perpétuation du genre humain, le maintien de la santé en tant qu'agent thérapeutique, il n'a pas d'équivalent, et la transformation de la médiocrité en génie. Cette transformation ou transmutation sexuelle est facile à expliquer. L'esprit s'éveille et remplace des pensées d'expression physique par des pensées plus hautes ou simplement d'un autre ordre. Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Il stimule, développe l'imagination, la finesse de perception, le courage, la volonté, la persévérance et un pouvoir créateur qui va croissant. Dompter, transmuter, c'est-à-dire transformer et redistribuer, cette énergie qui a conservé ses qualités peut alors être utilisée en tant que force créatrice et inspiratrice dans le domaine de la littérature, des arts, des sciences et dans n'importe quelle activité, y compris bien sûr la poursuite de la richesse. Cette transformation de l'énergie sexuelle demande un effort de volonté largement récompensé. Le pouvoir sexuel est un pouvoir conducteur. Celui qui a découvert comment transformer son énergie sexuelle en une énergie créatrice peut s'estimer heureux. Une étude scientifique a établi que les hommes qui réussissent le mieux sont ceux qui ont un tempérament sexuel très développé et qui ont appris l'art de transformer l'énergie sexuelle. Les hommes qui ont amassé une grosse fortune et ont réussi dans le domaine de la littérature, des arts, de l'industrie, de l'architecture et dans leur profession générale ont agi sous l'influence d'une femme. Cette étude a porté sur 2 siècles de biographie et d'histoire. Beaucoup d'énergie sexuelle gaspillée. J'ai découvert en étudiant la vie de plus de 25 000 personnes que le succès vient rarement avant l'âge de 40 ans. Le plus souvent, les gens ont dépassé la 50aine. Cette constatation fut si frappante que je décidai d'étudier plus à fond cette réalité. Les jeunes gens ont tendance à gaspiller leur énergie en permettant trop souvent à leur émotion sexuelle de s'exprimer physiquement. La plupart des êtres humains n'ont jamais appris que l'énergie sexuelle peut servir à des fins créatrices. La plupart de ceux qui font cette découverte la font après un gaspillage de plusieurs années, pendant lesquelles l'énergie sexuelle est à son apogée, soit avant 45-50 ans. C'est à ce moment-là que les réussites s'enregistrent. Jusqu'à l'âge de 40 ans, la vie d'un homme reflète un gaspillage d'énergie, qui, si elle avait été dirigée vers un seul but, aurait donné d'excellents résultats. Les émotions les plus vives et les plus fortes sont jetées aux 4 vents. L'énergie sexuelle et l'art de la vente. Un homme qui a appris le métier de vendeur à plus de 30 000 personnes a découvert avec étonnement que les gens à l'énergie sexuelle plus forte étaient les meilleurs vendeurs.
On en trouve l'explication dans cet élément de la personnalité que l'on appelle le magnétisme personnel, et qui n'est ni plus ni moins que l'énergie sexuelle. Un certain désir sexuel confère toujours un grand magnétisme qui facilite les contacts avec autrui. Cette énergie peut se détecter par la poignée de main. Elle indique immédiatement la présence ou le manque de magnétisme. Le ton de la voix, le magnétisme ou l'énergie sexuelle est l'élément qui colore la voix, la rend charmeuse et musicale. Les gestes et la démarche, l'énergie sexuelle incline à la vivacité, à la grâce et à l'aisance. La coquetterie vestimentaire. Ces personnes sont généralement très soigneuses et coquettes. Elles choisissent des vêtements dont le style convient à leur personnalité et à leur physique. Les ondes de la pensée. L'énergie sexuelle agit sur les pensées. On peut diriger à volonté cette énergie et influencer ses pensées et celles des autres. D'où vient le pouvoir de la femme? Le désir de plaire constitue la plus grande motivation. Avant l'aube de la civilisation, le chasseur qui désirait plaire à une femme tâchait de se distinguer en ramenant plus de gibier que les autres. La nature de l'homme n'a pas changé à cet égard. Ceux qui amassent de grosses fortunes et deviennent puissants et célèbres le font surtout pour satisfaire leur désir de plaire aux femmes. Retirer celles-ci de leur vie et leurs richesses leur sembleront inutiles. C'est ce désir inhérent à l'homme de plaire à la femme qui donne à celle-ci le pouvoir de l'élever ou de le briser. La femme qui connaît la nature de l'homme et qui sait la flatter avec subtilité n'a pas à craindre d'être supplantée par une rivale. Les hommes, en compagnie masculine, peuvent être des géants, à la volonté indomptable, mais ils seront facilement menés par la femme qu'ils ont choisie. Parce que dans la nature du mâle, de vouloir être le plus fort de l'espèce, la plupart des hommes n'admettent pas qu'ils sont facilement influencés par les femmes qu'ils aiment. La femme intelligente connaît cette particularité masculine et avec sagesse s'abstient de le contredire ouvertement. Certains hommes savent qu'ils sont facilement influencés par les femmes, qu'il s'agisse de leur épouse, de leur maîtresse, de leur mère ou de leur sœur. Mais avec tact, ils se gardent de se rebeller parce qu'ils sont assez intelligents pour savoir qu'aucun homme n'est heureux ni complet sans l'influence bénéfique d'une femme. L'homme qui méconnaît cette importante vérité se prive d'un pouvoir unique. Chapitre 12. 11e étape vers la richesse. Le subconscient. Le subconscient classe et enregistre toute pensée qui atteint le conscient par l'un des 5 sens. Il reçoit et classe les impressions sensorielles ou les pensées, peu importe leur nature. Vous pouvez volontairement transmettre à votre subconscient un plan, une pensée ou un projet que vous désirez transformer en son équivalent matériel. Le subconscient agit d'abord sur le désir dominant qui a été valorisé par un sentiment tel que la foi. Le subconscient travaille jour et nuit par un processus qui nous est inconnu. Il se nourrit aux forces de l'intelligence infinie et transforme volontairement un désir en son équivalent physique, utilisant toujours les moyens les plus pratiques pour atteindre son but. Vous ne pouvez contrôler entièrement votre subconscient, mais vous pouvez lui confier le plan, le désir ou le but que vous voulez concrétiser. La première création doit être la pensée. Lorsque vous aurez accepté comme une réalité l'existence du subconscient, y compris son rôle d'intermédiaire dans la transformation du désir en son équivalent physique ou monétaire, vous comprendrez toute la signification des instructions qui vous ont été données à propos du désir. Vous saisirez aussi pourquoi il vous a été si souvent recommandé de préciser vos désirs et de les écrire. Vous comprendrez la nécessité de la persévérance. L'homme ne peut rien créer qu'il n'ait d'abord pensé. À l'aide de l'imagination, ces pensées forment un plan. L'imagination, si elle est contrôlée, sert dans la création des plans ou des projets qui déterminent la réussite d'une entreprise. Comment utiliser vos émotions positives?
Le subconscient est plus facilement influencé par les pensées chargées d'émotions que par celles qui relèvent de la raison. Il est en effet facile de prouver que seules les pensées émotionnalisées ont une influence sur le subconscient. Il est bien connu que la majorité des gens se laissent mener par leurs émotions et leurs sentiments. S'il est vrai que le subconscient répond plus rapidement aux pensées affectives, qu'il en est plus facilement influencé par elles, il est essentiel de se familiariser avec les émotions positives les plus fortes. Il y a 7 grandes émotions positives et 7 négatives. Les émotions négatives envahissent d'elles-mêmes le subconscient, tandis que les émotions positives doivent y être poussées par autosuggestion. Les 7 émotions positives les plus importantes sont le désir, la foi, l'amour, la sexualité, l'enthousiasme, la tendresse, l'espoir. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont les plus puissantes et les plus créatrices. Maîtrisez-les. Elles ne peuvent l'être que par l'usage. Et les autres émotions positives seront à vos ordres quand vous en aurez besoin. Les 7 émotions négatives les plus importantes et à éviter sont la peur, la jalousie, la haine, la vengeance, l'avidité, la superstition et la colère. Des émotions positives ne peuvent occuper votre esprit en même temps que les émotions négatives. Faites votre choix. La présence d'une seule pensée négative dans votre subconscient suffit à détruire tous les changements constructifs que vous aurez effectués dans votre subconscient. Chapitre 13. 12e étape vers la richesse. Le cerveau humain. Il y a plus de 40 ans, alors que je travaillais avec le Dr Alexander Graham Bell et le Dr Elmer R. Gates, je notai que tout cerveau humain est à la fois un poste récepteur et un poste émetteur des ondes libérées par la pensée. Par un système semblable à celui de la radio, le cerveau humain est capable de capter les ondes émises par d'autres cerveaux. L'imagination créatrice est le poste récepteur du cerveau qui reçoit les pensées émises par les cerveaux d'autres êtres. C'est l'agent de liaison entre le conscient ou la raison d'un individu où il puise les stimulants de la pensée. Stimulé ou élevé à un haut niveau de vibration, l'esprit devient plus réceptif à la pensée des sources extérieures. Il est élevé en fonction des émotions positives ou négatives. À leur contact, les ondes de la pensée s'intensifient. Le subconscient est la station émettrice du cerveau. Par son intermédiaire, les ondes de la pensée sont diffusées. L'imagination créatrice est le poste récepteur. Par son intermédiaire, l'énergie de la pensée est captée. Chapitre 14. 13e étape vers la richesse. Le 6e sens. C'est grâce au 6e sens que l'intelligence infinie peut communiquer avec l'individu. Le 6e sens est cette partie du subconscient à laquelle on a donné le nom d'imagination créatrice. On l'a aussi nommé le poste récepteur des idées, des plans et des pensées qui pénètrent l'esprit sous la forme d'inspiration. Le 6e sens défie toute description. Il ne peut être expliqué à celui qui n'a pas suivi le développement des chapitres précédents. On ne peut le comparer à rien. La compréhension du 6e sens ne vient que par la méditation. La cause première. L'auteur ne croit pas au miracle et ne s'en fait pas l'avocat. Il connaît assez bien la nature pour savoir qu'elle ne déroge jamais à ses lois. Parce que quelques-unes des lois sont incompréhensibles, nous n'hésitons pas à qualifier de miracle leurs effets. Le 6e sens est pour moi ce qui se rapproche le plus du miracle. Il existe un pouvoir ou une cause première ou une intelligence qui baigne chaque particule de matière et pénètre
chacune des unités d'énergie perceptibles à l'homme. Cette intelligence infinie transforme les glands en chaînes, fait descendre l'eau des montagnes, suivre la nuit du jour et l'été de l'hiver. Vous pouvez utiliser les services de conseiller invisible. Le culte du héros est une habitude dont je ne me suis jamais défait. L'expérience m'a appris que pour essayer de se surpasser, un des meilleurs moyens est d'imiter les grands aussi parfaitement que possible dans leurs pensées et dans leurs actes. Longtemps avant d'avoir écrit une ligne ou d'avoir préparé une conférence, j'ai pris l'habitude de remodeler mon propre caractère sur celui des 9 hommes que j'admirais le plus par leur vie et leurs œuvres. Mes 9 idoles étaient Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoléon, Ford et Carnegie. Toutes les nuits durant de longues années, je tenais un conseil d'administration imaginaire avec les 9 hommes que j'appelais mes conseillers invisibles. Juste avant de m'endormir, je fermais les yeux et voyais dans mon imagination ce groupe d'hommes assis autour d'une table. Non seulement j'avais la chance d'être au milieu d'eux, mais j'étais leur président. En laissant mon imagination vagabonder dans ces réunions nocturnes, j'avais le plan bien arrêté de remodeler mon propre caractère afin qu'il reflétât les qualités de tous mes conseillers imaginaires. Me rendant très vite compte que j'aurais à surmonter le handicap de ma naissance dans un monde ignorant et superstitieux, je choisis délibérément de renaître par les méthodes que je viens de décrire. Comment inspirer le 6e sens? Quelque part dans la structure cellulaire du cerveau est placé un organe qui reçoit les ondes de la pensée vulgairement appelée inspiration. Jusqu'ici, la science n'a pu découvrir où se cachait exactement ce 6e sens, ce qui n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance. Il n'en reste pas moins que l'être humain reçoit une connaissance exacte d'une source qui n'est pas celle des 5 sens classiques. C'est uniquement sous l'influence d'un stimulant extraordinaire que l'esprit y est réceptif. Tout événement inattendu qui provoque des émotions et fait battre le cœur plus vite que d'ordinaire réveille le 6e sens. Celui qui, au volant de sa voiture, a évité de justesse un accident, sait qu'en ces occasions, le 6e sens vient à son secours et empêche la catastrophe en quelques fractions de secondes. Pendant mes réunions avec mes conseillers invisibles, mon esprit était bien plus réceptif aux idées, aux pensées et aux connaissances qui m'atteignaient par le 6e sens. À certains moments très graves où ma vie a été en danger, j'ai pu, grâce à l'influence de mes conseillers invisibles, passer à travers toutes les difficultés. Mon but premier, en imaginant ces réunions, était uniquement de graver dans mon subconscient, par autosuggestion, certains traits de caractère que je désirais acquérir. Vous possédez un nouveau pouvoir. Le 6e sens ne peut s'enlever et se reprendre à volonté. L'aptitude à utiliser ce grand pouvoir vient peu à peu en appliquant les théories de ce livre audio. Peu importe qui vous êtes ou la raison pour laquelle vous l'écoutez, vous ne pourrez en tirer profit que si vous comprenez le principe qui est cerné par ce chapitre. C'est spécifiquement vrai si votre but est de faire fortune ou d'obtenir d'autres compensations matérielles.